Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bienvenue en ce jeudi 2 mai 2024 pour l'enregistrement de notre émission Parlons laïcité. Émission que vous attendez chaque mois qui se réunit à chaque fois de 17h à 19h. On revient dans les locaux de la MJC Simone Signoret à Évry-Courcouronnes. Merci à la MJC de nous accueillir encore une fois. Et aujourd'hui, on aura notre animateur vedette, Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Et Alain va pouvoir avoir l'immense honneur d'interviewer Omar Deray, qu'on va présenter dans quelques instants, puisque le thème de ce soir, ça va être le cas de la liberté de conscience en Algérie. Et comme à l'accoutumée, derrière ses stylos et ses plumes, notre magnifique Jean-Cry. Bonjour Jean-Cry. Bonjour. Et voilà, il est déjà en train de s'affairer à pianoter, à regarder, à réfléchir. Et nous aurons nos réalisateurs extraordinaires que sont Agnès et Sébastien. Coucou. Bravo, merci au public. Le public est en délire. Merci beaucoup au délire. Et puis on va quand même saluer un grand bonjour à notre invité. Bonjour Omar. Bonjour Jérémy, bonjour à toutes et à tous. Et puis, on va pouvoir commencer l'émission. Donc, je cède la place à Alain. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Bonjour Omar, merci d'être venu parce que avec le temps qu'il fait, les intempéries, la grêle, etc., on a du mal en ce moment. Omar. Qui êtes-vous on va commencer par là, qui êtes-vous pour oser vous attaquer à un sujet aussi passionnel que le cas de la liberté de conscience en Algérie? Alors, donc, d'une part, je suis depuis quelques années formateur dans le domaine de la laïcité, de la citoyenneté, ce qu'on appelle communément, je forme dans le cadre du plan VRL, Valeurs de la République laïcité, plan national. Et du coup, je me suis dit, quand la proposition m'a été faite par Jérémy, j'ai dit pourquoi pas. Ça m'a un peu surpris au départ, mais en même temps, j'ai dit, bon, après tout, la liberté de conscience, en Algérie comme ailleurs, bon, voilà, j'allais dire, tous les citoyens, toutes les nations sont concernées par ces sujets. J'entends un accent. Il n'y a pas que simplement les idées qui vous motivent. Alors, donc moi, je suis ce qu'on appelle un binational. C'est-à-dire franco-algérien ou algéro-français, alors je ne sais pas dans quel ordre on peut le prendre. Et du coup, je suis né en Algérie, dans un petit village de Kabylie. J'ai fait ma scolarité, j'ai commencé ma scolarité en Kabylie, donc. Et j'ai poursuivi en France à la fin des années 70, début des années 80. J'ai fait des études de droit. J'ai travaillé au ministère de la Justice, ce qu'on appelle la justice des mineurs, pendant quand même un certain nombre d'années. J'ai exercé comme éducateur, chef de service, formateur à Roubaix, à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, puis délégué du préfet au cours des 10 dernières années, avant de prendre ma retraite il y a un peu plus d'un an. Allez, je vous laisse la parole maintenant, la liberté de conscience en Algérie. Alors, du coup, je voulais voir un peu si les hommes politiques algériens avaient évoqué un peu ce sujet, et puis j'avoue que j'ai pas beaucoup trouvé. Alors, du coup, je suis tombé sur un député, un ancien député algérien qui s'appelle Tariq Mira, qui a évoqué un peu ce sujet. Et du coup, pourquoi c'est intéressant? Parce que justement, c'est rare. On a rarement, effectivement, des personnalités politiques algériennes qui s'expriment aussi ouvertement sur le sujet. Alors, son propos permet d'abord de comprendre pourquoi la question de la laïcité se pose avec une si grande acuité, dans un pays qui est à la fois sous influence de groupes parfois de religieux et historiquement marqué
par une application, puisque l'Algérie est une ancienne colonie française, et c'est un pays qui était historiquement en fait marqué par une application de la loi française de 1905, qui est moyennant des adaptations. En fait, ces adaptations, je dirais qu'elles ont quasiment vidé cette loi de sa substance. L'Algérie est un pays laïque ? Alors, maintenant, s'il faut peut-être préciser, c'est-à-dire que laïque, si effectivement quand on parle de laïcité, on parle de séparation de l'État et le texte de 1905 parlait des églises, mais aujourd'hui on parlerait des religions, toutes les religions établies. Du coup, l'Algérie, on dirait que l'Algérie n'est pas un pays laïque. Je reviendrai un peu au cours de mon intervention, mais en tout cas, l'article 2 de la Constitution précise que l'islam est religion de l'État. Donc on a une religion de l'État, et du coup, on ne peut pas considérer que c'est un pays laïque, au sens on l'entend en France. Ok. Les religions sont tolérées, autorisées en dehors de l'islam? Alors, il y a des religions minoritaires. Là aussi, c'est quelque chose, je reviendrai développerai un peu ce point. Il y a des religions minoritaires. En fait, il y a les communautés chrétiennes, des catholiques, des protestants. Mais leur nombre s'est réduit considérablement ces dernières décennies, notamment à la suite de ce qu'on appelait la décennie noire. C'est quoi la décennie noire? Alors la décennie noire, c'est une période où il y avait des groupes religieux qui en voulant prendre le pouvoir, donc sont attaqués à un certain nombre de personnalités, à la fois dans les institutions étatiques, mais également aux intellectuels qui ne respectaient pas, du moins qui ne partageaient pas leur vision de la société, qui était une vision totalitaire. D'accord. Et ils ont fait des dégâts? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont fait bouger la société? Alors, est-ce qu'ils ont fait bouger la société? Ça, c'est peut-être une question un peu difficile. En tout cas, quand je parle des Chinois, cette période s'est terminée. Je veux dire, c'est par quand même l'assassinat de milliers de personnes. Du coup, est-ce qu'on peut dire que ça a fait avancer la société? Moi, je ne le crois pas. Mais en tout cas, toujours est-il que c'est une période qui a été difficile pour des hommes et des femmes, qui avaient vécu un peu cette période-là de façon, c'est-à-dire que traumatisante, je dirais. Donc, étant éloigné un peu de l'Algérie, donc je ne peux pas donner une vision très précise, mais en tout cas de ce que je sais, les populations civiles ont souffert de cette période. Donc du coup, puisque vous m'avez demandé de parler de la liberté de conscience, donc j'ai cité effectivement, je vais citer d'abord ce Tariq Mira, donc c'est l'un des rares, comme je le disais en préambule, à parler du sujet. Donc pour lui, la laïcité, donc il a été interrogé à la fois par Michel Célès-Lefranc dans le dictionnaire de la laïcité, qui a été édité en 2016 sous la direction de Martin Cerf et Marc Horwitz. Et voilà ce que dit Tariq Mira. La laïcité est une idée jeune dans le débat politique national algérien. Et ensuite, il a repris 3 ans après, il a été également interrogé par une revue, le site de Midi Insoumis Populaire et Citoyen du Languedoc, et il dit la chose suivante. En fait, il reprend un peu ce qu'il avait dit dans le dictionnaire, dans l'entretien qu'il a avec Michel Célès-Lefranc. La laïcité est à la fois, je cite, la laïcité est à la fois une idée ancienne et neuve, plongeant ses racines dans une pratique sociale ancestrale, à la marge de l'État. Cette idée aujourd'hui est synonyme de modernité, mais elle fut chahutée, voire maltraitée par le colonialisme. Voilà, donc du coup, idée neuve et ancienne. Pourquoi elle est ancienne? Parce qu'en fait, anciennement, dans la société traditionnelle algérienne, il y avait quelque chose autour qu'on pourrait appeler une forme de sécularisation. C'est-à-dire de cette sécularisation émergeait une pratique sociale aux activités à la fois profanes et sacrées. Donc on avait dans ce qu'on appelait les assemblées de village, dans les régions berbérophones, amazighes, il y a ce qu'on appelait la djema, c'est-à-dire que l'assemblée, qui gérait des affaires publiques sans tenir compte, donc en tenant compte un peu des problématiques qui se posaient. Et de l'autre côté,
on avait effectivement le pouvoir spirituel qui était géré par des religieux dans les mosquées qui étaient à l'époque plutôt suivis, dominés du moins par ce qu'on appelle les zaouïas, c'est-à-dire souvent on parle de marabouts ou d'organisations maraboutiques. Mais je parlais donc ces assemblées de villages ne concernaient pas que les villages berbéraphones, elles concernaient ou elles touchaient aussi des autres régions d'Algérie. Donc on voit bien que cette question un peu à la fois du séculier, c'est-à-dire des choses profanes, existait déjà, cette forme de séparation existait déjà dans d'autres sociétés, pas bien sûr dans les formes que l'on connaît aujourd'hui. Uniquement dans le côté berbère ? Non, c'est plutôt dans les sociétés qui étaient traditionnellement rurales à l'époque, ça existait plutôt dans d'autres régions. Donc, comme je le disais effectivement, dans ces sociétés rurales, les affaires publiques se traitaient en partie en dehors du religieux. Il s'est même trouvé des régions comme en Kabylie pour se détourner des normes religieuses en matière d'héritage. Parce qu'en fait, dans cette période-là, c'est-à-dire que une décision a été prise par une assemblée du village dans un village qui s'appelait Djama Sarij en 1748 pour déshériter les femmes. Il partait du principe que comme la femme qui se mariait à l'époque, on parle dans le contexte de l'époque, quittait le giron familial, en fait, la famille, au regard des peu de moyens dont disposaient les familles à l'époque, donc on a considéré qu'on perdait, en fait, en laissant la femme partir avec l'héritage, ça pouvait appauvrir en fait en quelque sorte la famille. Voilà un peu la logique un peu de l'époque. On peut dire également que la société, donc là je cite également ce député, que la société maghrébine qui était sunnite de rite malikite, c'est-à-dire qu'en fait il y a plusieurs courants dans l'islam, et donc du coup il y a le Maghreb fait partie de ce qu'on appelle le rite malikite. Cette société était un peu ambivalente en fait. Elle était à la fois, selon Tariq Mira, elle était imprégnée de religiosité, mais s'organisait également de façon sécularisée. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du religieux et du profane. Donc c'était un peu, donc il y avait des allers-retours entre ces deux champs. Autrement dit, contrairement un peu à ce qu'on peut entendre ici ou là, l'emprise de l'islam n'était pas totalement hégémonique dans ces régions, ni en matière de croyance, ni en matière, donc en gros, ni en matière de croyance, ni dans la conduite des affaires publiques. La colonisation, c'est-à-dire qu'en 1830, avec la conquête de l'Algérie, le colonialisme, selon cet auteur, selon ce député, a complètement désorganisé l'ordre ancien, orchestré par les zaouïas. Comme je disais tout à l'heure, les zaouïas, c'était plutôt des organisations religieuses maraboutiques, qui organisaient en quelque sorte les relations sociales dans les villages. Et là, c'est vrai que ce genre de témoignages, effectivement, sont rares. Après, il y a des chercheurs qu'on va citer qui ont travaillé sur la question. Et du coup, moi, il m'a semblé que donc je sépare un peu mon intervention en deux, c'est-à-dire que la période coloniale, la colonisation, et là aussi je parlerai à la fois de l'État colonial, comment il a géré un peu les affaires religieuses, et également du côté des nationalistes algériens à partir des années 20 et 30. Comment aussi ils ont un peu posé cette question du lien entre les religions et l'État colonial français à l'époque. Donc, normalement, en 1830, dès la capitulation signée par le Dey d'Alger, le 5 juillet 1830, la France est engagée à ne pas porter atteinte à la liberté des habitants de toute classe et à respecter leur religion. Elle n'a pourtant pas reconnu la citoyenneté française à toutes les populations. Si le décret Crémieux de 1870, le 24 octobre 1870, accorde aux Juifs d'Algérie la citoyenneté pleine et entière, une citoyenneté qui était reconnue aux Juifs de France depuis 1792, ce n'est pas le cas pour ce qu'on appelle les autochtones ou les indigènes selon l'appellation de l'époque. En effet, les indigènes musulmans devenus français se voient imposer en 1881 ce qu'on appelle un régime administratif d'exception, c'est-à-dire le code de l'indigénat. Et souvenez-vous bien qu'en 1881, aux métropoles, il y a quand même une loi qui a été votée sur la liberté de presse, de réunion, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose un peu ce qu'on accorde aux citoyens, à certains citoyens, on ne l'accorde pas aux autres. Et bien évidemment,
ce code prive les autochtones ou les indigènes, comme on les appelait à l'époque, d'une grande partie de leur liberté et de leurs droits politiques. Le pouvoir colonial estime, sans les avoir consultés, qu'ils préfèrent conserver ou garder leur statut personnel, c'est-à-dire la loi du Coran, ce qu'on appelle la charia, pour tout ce qui touche le mariage, la famille ou l'héritage. Certes, ils ont la possibilité de devenir citoyens français, mais en perdant, dans ce cas-là, ils perdent leur statut personnel. Aussi, seul un petit nombre a suivi cette voie ou a fait ce choix. Malgré l'existence de populations avec des droits différents, l'application des lois Ferry, en revanche, elle a été effective. Ça, c'est quand même... C'est-à-dire que Jules Ferry a tenu effectivement à ce que son orientation, ces lois soient appliquées pour tous les Algériens. Néanmoins, il y a eu une résistance, c'est-à-dire que le projet n'a pas abouti, à partiellement, on va dire, marcher ou fonctionner dans la mesure où il y avait à la fois une forte résistance du côté algérien des populations algériennes, un peu moins en Kabylie, et il y a eu également une forte opposition des colons. Donc là, c'est important de le souligner. Vous parlez de la loi Jules Ferry sur l'école ? Sur l'école, bien évidemment. Donc, quand effectivement, je parle des lois de 1881 et de 82, 81 rend l'école gratuite, et puis celle de 82, donc elle la rend obligatoire et laïque. Et tout le monde était contre, donc. Oui, c'est-à-dire finalement, que majoritairement, oui, en majorité, donc les seules écoles, la seule région qui a connu un peu un début d'application, c'est les régions de Kabylie. Jules Ferry, du coup, en 1892, il constate un peu ce semi-échec lors d'un voyage en Algérie. Et finalement, il y a également, j'ai parlé des colons, mais il y a aussi l'Église catholique qui était un petit peu heurtée par aussi un peu cette volonté d'appliquer les lois Ferry. Mais finalement, il y a une espèce d'accord entre l'Église catholique et l'État colonial. Donc, il faut le rappeler. Ils ont trouvé un terrain d'entente parce que finalement, les uns et les autres considéraient qu'ils participaient de ce qu'on appelait à l'époque une mission, c'est-à-dire de civilisation des populations conquises. Donc là, contrairement, on va dire, à ce qui se passait en métropole, où il y avait quand même, dans ces années-là, c'était très tendu entre l'Église catholique romaine, qui est très dominante, et les républicains, et l'État républicain. En Algérie, il y a eu quand même quelque chose un peu autour d'une entente un peu tacite, ou en tout cas parce qu'en fait, ils considéraient que finalement, ça participait un peu de ce travail de transmission des valeurs et de la mission de civilisation. Donc du coup, pour revenir à l'application de la loi en Algérie, donc je parlais tout au début, j'ai dit qu'effectivement, il y a eu tellement d'adaptations que finalement, elle a perdu de son sens, de sa substance. Donc là, cette adaptation, en fait, elle a été demandée à la fois par le gouverneur général d'Alger, et bien sûr, il y a les colons qui avaient un poids important dans ce pays, et ça a été validé. L'idée, donc, a été à la fois avec la caution ou la validité de Clémenceau, de Georges Clémenceau, président du Conseil et ministre de l'Intérieur à l'époque. Il autorise bien sûr la création d'associations cultuelles pour la jouissance des mosquées, mais maintient le recrutement des ministres des cultes. Autrement dit, c'est-à-dire qu'il y a une forme de fonctionnalisation des ministres du culte, en leur versant des indemnités. Ce qui n'était pas possible en métropole après le vote de 1905. Sauf quelques exceptions, peut-être sur lesquelles on verra s'il y a des questions. Alors du coup, par rapport à cette volonté de fonctionnariser les ministres du culte, les réactions des groupes musulmans, enfin des chefs religieux, étaient un peu discordantes. Il n'y avait pas la même réponse par rapport à cette logique. Certains refusent la loi, en considérant qu'il fallait effectivement continuer à bénéficier d'indemnités, c'est-à-dire pour exercer leur ministère, et puis d'autres qui demandaient la séparation. C'est le cas, par exemple, de ce qu'on appelle l'association des Aoulamas, c'est-à-dire des musulmans algériens. Les Aoulamas, ça veut dire les docteurs de la foi. Donc c'est une association qui a été créée en 1931, donc pour à la fois défendre une personnalité, ce qu'ils appelaient une personnalité algérienne, etc. Eux, par contre, effectivement, stratégiquement,
ils ont demandé la séparation, mais c'est plutôt dans l'idée que l'État colonial ne contrôle pas le culte musulman. Il y avait un peu cette idée-là. Autrement dit, il y avait une stratégie politique, mais pas nécessairement une maîtrise ou une appropriation du régime ou du principe républicain, laïque. En même temps, il y a d'autres organisations, ce qu'on a appelé le mouvement national algérien. Il y a une personnalité également qui a créé un mouvement populaire algérien et qui rédige une plateforme. Il demande également l'application de cette loi. En faisant un certain nombre de revendications. Donc, ce monsieur s'appelle Ferhat Abbas, donc qui a été député pendant la colonisation, et qui a été le premier président algérien, ce qu'on appelait le gouvernement provisoire, c'est-à-dire avant 62. Et lui, M. Abbas, un intellectuel, qui a demandé, c'est-à-dire jusqu'aux années 40, il était plutôt sur une forme d'assimilation, il demandait une forme d'assimilation, c'est-à-dire à la France, sous réserve qu'elle donne effectivement la citoyenneté à tous les Algériens. Donc c'est quelqu'un qui, à l'époque, était considéré comme un modéré, on va dire. On n'est pas encore arrivé à la période où les choses un peu sont radicalisées. Donc les revendications portées par M. Abbas au nom donc du manifeste populaire algérien, c'était de la liberté et l'égalité absolue de tous les habitants, sans distinction de race ou de religion. Il demandait également la liberté de presse et d'association, l'instruction gratuite et obligatoire. Notez qu'il ne s'est pas prononcé sur la laïcité de l'école, conformément aux lois de Ferry-Goblet. C'est-à-dire qu'il a retenu deux éléments, donc à la fois la gratuité obligatoire, mais il n'a pas été jusque dire à revendiquer le troisième point qui est la laïcité de l'école. En tout cas, dans le texte, le mot école laïque n'apparaît pas. Il y a juste les éléments, il demande effectivement que l'école soit gratuite et obligatoire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'éruption un peu du nationalisme en Algérie, donc dans cette période-là, donc on voit différents groupes qui s'organisent, à la fois en métropole, mais en Algérie aussi, quand les groupes ne sont pas interdits. Il y avait effectivement cette interrogation par rapport à cette question de séparation de l'État et des églises ou des religions. Et du coup, il y avait trois groupes qui ont émergé selon un certain nombre d'analystes ou d'observateurs. Il y avait un groupe qui est radical, enfin qui est un peu plus radical, qui est plutôt né dans l'immigration, c'est-à-dire plutôt en France. C'est plutôt des jeunes qui avaient donc beaucoup d'ouvriers, qui étaient plutôt sous la bannière du PCF. Le deuxième groupe était un peu imprégné de ce qu'on appelle un kémalisme, c'est-à-dire un peu la séparation un peu à la turque, donc avec à la fois une séparation mais un contrôle sur la religion. Et puis il y avait un troisième groupe qui était plutôt religieux, c'est-à-dire qui était plutôt porté par ce qu'on a l'association que j'ai citée tout à l'heure, l'association des Olama, des docteurs de la foi, à leur tête donc un monsieur qui s'appelait Abdelhamid Ben Badis, donc qui a créé ce qu'on appelle l'association des Olama algériens, musulmans algériens. Donc voilà, ces trois groupes en fait, donc du coup, avaient des positionnements différents par rapport à la fois aux différentes lois et notamment un peu cette loi de séparation. On a le premier mouvement, le nationalisme radical, lui, il s'adresse à l'ensemble algérien, c'est-à-dire prise dans sa globalité comme une communauté invisible. Les principaux dirigeants de cette mouvance, en fait, sont fascinés par la Révolution française. C'est-à-dire qu'il y avait quand même... ils observent un hiatus, c'est-à-dire entre un peu, à la fois ce qui se passe en France, les évolutions, le vote d'un certain nombre de textes modernes, les lois sociales, et puis de l'autre côté, on voit quand même des choses un peu, c'est-à-dire que des inégalités, la misère qui s'accentue. Et du coup, effectivement, ils vont porter un peu leurs revendications à partir des lumières et des principes un peu de liberté, d'égalité, etc. Le courant modéré, le deuxième, lui, il s'adresse plutôt à des élites musulmanes, des gens instruits. Donc c'est plutôt donc le premier, c'était plutôt Messaliadj qui portait un peu ce premier groupe. Le modéré, c'est plutôt
Ferhat Abbas, donc il s'adressait plutôt, et lui-même était pharmacien, intellectuel, pharmacien. Et puis le troisième groupe, c'est plutôt les religieux, donc c'est l'association que j'ai citée tout à l'heure. Donc les ulama, à la fois, ils demandaient la reconnaissance de la personnalité algérienne, musulmane, en insistant sur la religion musulmane, mais ils demandaient la séparation, encore une fois, de la religion de l'État, mais dans une logique un peu dans la logique d'échapper au contrôle. Voilà, donc c'est pour cette raison qu'ils demandaient la séparation. C'est une manière un peu de ne pas être soumis au contrôle de l'État ou du gouverneur général d'Alger ou de l'État colonial, un peu par rapport à la religion. Nous sommes là juste avant la guerre d'Algérie. Là, bien avant, effectivement. Donc là, ce sont les gens qui s'apprêtent, en fait, à se révolter contre le colonisateur. Disons que on voit bien que là, on est sur des demandes, des revendications plutôt de liberté, d'égalité. C'est-à-dire que l'absence effectivement de réponse, le Crémieux a laissé le décret Crémieux de 1970 a laissé des traces. Crémieux qui était donc Crémieux qui a accordé la citoyenneté pleine, encore et entière, à la communauté israélite et pas aux Indiens, aux autochtones. Donc du coup, on est dans quelque chose effectivement qui fermente, hein, c'est-à-dire face à l'absence de réponse, on a quelque chose, on arrive à quelque chose un peu de plus radical qui est après la demande de l'indépendance, l'insurrection qui arrive en 1964. Mais au départ, on voit bien que chaque groupe essaie plutôt de faire avancer les revendications plutôt sur des principes qui sont quand même, c'est-à-dire des principes républicains, d'égalité, de liberté, essentiellement. Donc du coup, on voit bien que entre le religieux, c'est-à-dire que cette vision un peu qui est un peu portée par la personnalité algérienne, c'est-à-dire une personnalité spécifiquement algérienne, et puis la religion, c'est-à-dire sur des idées des revendications qui ont un caractère religieux, et puis d'autres mouvements qui sont plutôt qui revendiquent des revendications plutôt républicaines. Donc voilà, se dégage un peu. Donc on voit bien que se dessine un peu deux groupes. L'un plutôt s'inspire un peu de la religion, c'est-à-dire donne une importance importante à l'aspect religieux, et un deuxième groupe qui est plutôt qui s'inspire on va dire des idéaux laïques, du régime de laïcité, de la séparation et des principes qu'implique un peu ce régime, c'est-à-dire la séparation, la liberté de conscience, etc. Et finalement, donc ça, lors du premier congrès du FLN après le déclenchement de la guerre, c'est-à-dire en 1956, on voit un peu se dessiner un peu ces deux tendances. Ce qu'on appelle le congrès de la Soumam en 1956, qui a été, on va dire, organisé, qui a été un peu... Les artisans de ce congrès sont deux personnalités importantes dans le mouvement national algérien. Il s'agit de Aban Ramdan, qui était, lui, un pur produit de l'école de la Troisième République, c'est-à-dire de l'école républicaine. Et puis une deuxième personnalité qui s'appelle Mohamed Larbi Belmidi, lui qui est plutôt qui a fait une partie de la scolarité dans les médersas, c'est-à-dire les écoles coraniques, mais pas que. Ensuite, il a fait des études, il a fait du théâtre, il a fait des études supérieures. Ces deux personnels étaient plutôt pour une vision de la laïcité, une vision de la société où effectivement où toutes les composantes de la société devaient avoir leur place, c'est-à-dire qu'ils pensaient à une Algérie future, c'est-à-dire dans le gouvernement post-indépendant, leur vision était que le pays regroupe toutes les composantes, indépendamment de leur religion, de leurs origines, etc. Et puis on avait d'autres groupes qui étaient qui donnaient une place plus importante plutôt aux musulmans, à l'islam. Voilà un peu et du coup, schématiquement, je peux dire que c'est plutôt le deuxième groupe qui a gagné, d'autant que les deux militants que j'ai cités ont été tués en 1957. C'est-à-dire que le premier a été assassiné par ses frères d'armes, c'est Aban Ramdan, et le deuxième a été assassiné par Ossares, a été torturé puis assassiné par Ossares en 1957. Voilà un peu. Donc du coup,
on va arriver à l'indépendance. La laïcité n'a pas pour autant disparu, c'est-à-dire qu'on a quand même une domination de personnalités qui mettent en avant la religion musulmane, puisque l'article 2 de la première constitution algérienne stipule que l'islam est religion de l'État, donc on a une religion d'État, sans pour autant nier les minorités. Mais ce qu'on constate, c'est que les personnalités qui étaient portées par l'idéal laïque n'affichaient pas clairement cette revendication de peur de se compromettre avec l'ancien colonisateur. C'est-à-dire que les reproches qui étaient faits, beaucoup d'intellectuels ou de militants d'hommes politiques proches du régime, c'est-à-dire qui prônent la séparation ou le régime laïque, étaient parfois accusés aussi de défendre, on va dire, le colonisateur, etc. Il y avait un peu cette crainte également. Du coup, le sujet était un peu tabou. Il y a certains laïcs qui étaient désignés par les conservateurs comme le parti de la France. En arabe, ils disent Hizb français, c'est-à-dire le parti de la France. Du coup, on a quelque chose un peu autour qui commence à se dessiner dans les premiers gouvernements entre une forme de sécularisation de l'appareil d'État, mais avec la religion, avec la société quand même, où la religion prend une place assez importante. Le FNL va se retrouver dans ce combat et sa majorité va être plus religieuse que laïque. Disons que pour les raisons que je viens d'expliquer, c'est vrai que on va dire les laïcs sont discrets. D'autant que on verra que, quand je parlais tout à l'heure de la décennie noire, ils vont être la cible des religieux, c'est-à-dire des gens du GIA, le groupe armé islamique, et puis le FIS, le Front islamique du salut. Beaucoup d'intellectuels, francophones notamment, ont été assassinés ou sont exilés pour échapper effectivement aux attaques des islamistes. D'un côté, donc, on a, au bout de la guerre, on a une constitution qui dit que l'islam est la religion de l'État. Oui. Et en même temps, on a, je crois, l'article 49 qui garantit la liberté de conscience. Comment ces deux choses peuvent cohabiter ? C'est tout voilà, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose effectivement que ce soit les constitutionnalistes soulèvent, c'est-à-dire que d'un côté, effectivement, on garantit la liberté de conscience. Dans les premières constitutions, parce que cette garantie disparaît dans le 2020. Mais en tout cas, effectivement, il y avait cette ambiguïté, on va dire. En fait, à la fois, on garantit quelque chose, mais en même temps, on considère que on ne peut pas, effectivement, quand on fait partie d'une religion minoritaire, on ne peut pas faire du prosélytisme. Donc, du coup, ça, effectivement, ça c'est quelque chose qui est interrogé, c'est-à-dire qui relève effectivement d'une ambiguïté. Et du coup, pour les minorités chrétiennes, c'est vrai qu'on a à la fois les catholiques qui ont joué le jeu, c'est-à-dire du coup, en estimant dès l'indépendance, il y avait un des prélats qui demandait effectivement à respecter, d'abord aux catholiques de rester en Algérie, de ne pas partir, et puis surtout d'être loyaux, c'est-à-dire d'avoir une forme de loyauté vis-à-vis du système. On a ensuite aussi également des évangélistes qui veulent aussi faire adhérer des Algériens, y compris, pas uniquement des Européens, mais des Algériens. Ils ont été quand même la cible du gouvernement algérien, notamment ces dernières années, ce qui se traduit par la fermeture de lieux de culte et des difficultés pour étendre aussi, exercer leur culte. Comment ça se situe aujourd'hui ? On voit bien le poids de l'histoire, on voit bien l'évolution un peu de la pensée. Comment aujourd'hui ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a une vraie liberté de conscience ? Est-ce qu'il y a une religion d'État qui est prégnante ? La religion d'État, oui. C'est-à-dire, en fait, dans les différentes constitutions, cet article 2, on le retrouve toutes les constitutions. Donc, effectivement, on est toujours sur une religion d'État. Du coup, le poids de la religion est prégnant, c'est-à-dire dans le domaine culturel, dans le domaine éducatif, dans le domaine économique. Et on a une place qui se réduit des minorités religieuses, qui est de plus en plus réduite, et qui subit, des difficultés, des freins, des difficultés de toute nature pour ce temps. De quel type, justement, ces freins ? Les craintes, c'est les lieux. D'abord, il faut des autorisations pour ouvrir des lieux de culte. Et l'autorisation, c'est-à-dire que l'ouverture est soumise aux autorisations administratives.
Et comme il y a une volonté de ne pas, certains officiels affichent clairement en disant que on ne souhaite pas que les minorités religieuses se développent, ça pourrait donner l'occasion à des États d'intervenir au nom de la liberté, des libertés individuelles, et en insistant aussi que finalement ce qui fonde, enfin ce qui soude les communautés musulmanes, c'est l'islam, et qui est une religion importante. Et du coup, on a un peu ces difficultés-là actuellement, à la fois chez les catholiques, qui historiquement sont arrivés quasiment en même temps que la colonisation, et plus récemment avec des communautés évangéliques ou protestantes. Il y a des gens qui sont, comment dirais-je, mis en prison, qui sont torturés. Effectivement, en fait le fait d'avoir l'autorisation, c'est-à-dire quand je prends l'exemple de quand il y a eu le Covid, un certain nombre de lieux de culte ont été fermés, et du coup les gens étaient tentés d'exercer leur culte, de recevoir les fidèles un peu soit dans des lieux qui n'étaient pas autorisés, et certains responsables religieux ont été emprisonnés, tracasseries administratives, voire ces difficultés. Font qu'aujourd'hui, par exemple, on a une personne qui s'appelle Thibaut van der Bosch, donc qui est expert à l'European Center for Law and Justice, c'est-à-dire un centre du droit et de la justice, qui alerte sur la situation des chrétiens en Algérie. Il explique, il a été interrogé le 23 avril dernier, dans le Figaro. Il explique qu'en Algérie, seulement 4 des 46 églises protestantes sont encore ouvertes, 4 sur 46, c'est pas rien. Il rajoute que les autorités algériennes ne se cachent pas pour priver arbitrairement les chrétiens algériens d'exercer leur foi, ne reconnaissant ni leur édifice pour le culte, ni leur agrément pour se constituer en association religieuse. Du fait de l'absence d'autorisation, chaque réunion pour le culte, chaque assemblée, à proximité d'une église fermée, devient alors interdite. Voilà un peu ce que dit Thibaut van der Bosch, qui est un expert dans ce centre européen du droit et de la justice. Il rajoute aussi que les chrétiens algériens sont dans un flou juridique entretenu à dessein par les autorités. D'une part, l'article 51 de la nouvelle constitution algérienne de 2020 dispose que la liberté d'opinion est inviolable et que la liberté d'exercice est garantie, mais elle s'exerce dans le respect des lois. Mais ces libertés ne vont pas jusqu'à inclure la liberté de conscience. Cette liberté de conscience, elle a été constitutionnalisée dès 1989, mais elle est retirée en 2020. C'est-à-dire, dans la Constitution de 2020, on n'a plus, effectivement, de texte de dispositions stipulant que la liberté de conscience est garantie. On parle plutôt, effectivement, d'opinion, de liberté d'opinion, qui est inviolable. Van den Bosch explique effectivement que ce recul des libertés sape le droit de croire ou de ne pas croire et de changer de sa religion pour les musulmans. Puisqu'aujourd'hui, on parle plutôt... si je parlais des évangélistes, c'est plutôt donc une volonté un peu de recruter au sein de la population algérienne. Et ça gêne visiblement, ça gêne les autorités officielles. Le fait que ce soit des Algériens qui deviennent, qui se convertissent au protestantisme ou au catholicisme. Concernant un peu l'agrément ou les habilitations d'associations religieuses, il y a une loi de 2012 qui a durci les critères et les conditions. Autrement dit, toutes les associations chrétiennes, même existantes, sont alors obligées de s'enregistrer à nouveau pour se conformer aux nouvelles dispositions, plus sévères. Et parfois, les autorités refusent arbitrairement leur enregistrement, selon l'observateur précité. De plus, l'ordonnance de 2006 impose des dispositions pénales rigoristes contre l'apostolat. Du coup, c'est difficile de convertir ou du coup, les chrétiens, enfin les religieux, surtout même la difficulté en se disant est-ce que je peux en parler librement au risque d'être accusé de faire du prosélytisme ou de tenter de faire adhérer des Algériens à telle ou telle minorité religieuse. Liberté de conscience et liberté d'opinion ne s'arrêtent pas seulement aux faits religieux,
Qu'en est-il dans les domaines économiques, politiques, sociaux? Alors là, on est sur quelque chose un peu autour de... formellement, les droits sont garantis. Garantis sous réserve d'application des lois, mais parfois, c'est-à-dire que du coup, l'interprétation... On peut avoir une interprétation de la loi telle que la liberté d'opinion peut être effectivement contrariée, etc. Donc on est toujours sur la question un peu du formel et du non formel et de la réalité. Formellement oui, mais en réalité énormément de difficultés. Les citoyens algériens rencontrent énormément de difficultés pour s'exprimer. Je veux dire sur. Qu'en pensent les jeunes? Alors les jeunes, c'est difficile d'abord les jeunes de dire, parce qu'en fait les jeunes, est-ce qu'on va parler des jeunes qui sont en difficulté, qui ont du mal à entrer dans la vie active, est-ce qu'on va parler des jeunes issus des milieux aisés? Donc c'est quelque chose, quand il y a eu en 2019 ce qu'on appelait le Irak, c'est-à-dire les revendications des manifestations organisées au départ par des jeunes, beaucoup de jeunes. L'un des slogans, c'était de dire nous voulons ni un État militaire, ni un État confessionnel, nous voulons un État civil. Donc on est voilà, je pense qu'il y a quelque chose un peu autour de, même si on a une éducation, le domaine de l'enseignement en Algérie a été quand même noyauté, c'est-à-dire cassé par des religieux, c'est-à-dire par une vision un peu dominée par la religion. Et ça, donc du coup, l'enseignement de la religion il est officiel, il est généralisé. Malgré tout, on a quand même une jeunesse qui souhaite effectivement vivre dans un État civil avec des libertés garantissant les libertés fondamentales. Qu'en pensent les femmes? Alors les femmes, oui, donc du coup, dès les années 60, en fait, dans les années 70, il y avait quelque chose un peu de paradoxal, c'est-à-dire que les gouvernements successifs de ces années-là ont voté des lois, ils ont généralisé par exemple l'éducation pour les femmes, mais en même temps, donc du coup, ce qui a permis à des femmes de faire des études supérieures, donc il n'y avait pas de parité, mais en tout cas, on était sur quelque chose d'important. Et à côté de ça, on commence à rédiger dès les années 70 un code de la famille qui discrimine ou qui considère que les femmes sont des mineurs à vie. C'est-à-dire pour une femme, il faut une autorisation pour voyager, il faut un tuteur elle doit choisir un tuteur pour se marier. Donc du coup, et ce code a fini par être voté. Il y a eu l'opposition, les femmes sont révoltées contre cet état de fait, mais n'empêche que ce code a été voté en 1984. Il a été adouci en 2000 en quelque sorte, mais bon, il y a toujours un certain nombre de freins, en termes d'égalité, D'un point de vue économique, est-ce que l'Algérie aujourd'hui représente une force ou est en état de faiblesse? Là, c'est sur le plan. Moi, j'ai pas de compétences. Malheureusement, je peux pas trop en parler parce que voilà, j'ai pas d'idée précise un peu sur la situation économique. Faut m'aventurer sur ce terrain-là. Est-ce qu'on va revoir des révoltes? En fait, des révoltes. Est-ce que ces révoltes vont être relancées par la situation économique? Je crois qu'il y a de l'inflation. Disons que c'est un pays qui dispose de ressources importantes. Donc là, dans les années 2010, à la suite de ce qu'on appelait les printemps arabes, il y avait une forme le président de l'époque avait quand même débloqué des moyens considérables pour l'emploi des jeunes, pour le logement, dans cette idée effectivement d'acheter une forme sociale. Donc ça reste un pays qui a des moyens. Après, se pose la question de la répartition des richesses et des politiques plus égalitaires. Ça oui, mais en tout cas, je n'ai pas d'idée, je ne peux pas me prononcer sur la possibilité de révolte. Je n'ai pas d'éléments. Selon vous, c'est l'avenir de l'Algérie en termes de laïcité, en termes de liberté de conscience, ça va dans le bon sens ou c'est en régression? Là, je pense que la question de la laïcité, comme me le disait le député que j'ai cité tout à l'heure, M. Mirin, donc, est quelque chose d'important parce qu'en fait, le combat même les militants, les personnes qui ont milité dans la période indépendante, pour la plupart, avaient effectivement donc s'inspirer
des idéaux républicains, donc, voilà, donc la question de liberté. Aujourd'hui, effectivement, la question de la liberté, elle est centrale, elle est importante. Bien sûr que c'est un pays qui, pour avancer, effectivement, doit voilà, consolider un peu et garantir ses libertés. Parler des femmes, l'avenir, je ne sais pas qui disait, si c'était Aragon, disait que la femme est l'avenir de l'homme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas priver, le loi de Code de la famille de 1984, que les femmes avaient, les femmes militantes avaient qualifié de code de l'infamie. Effectivement, ce code, il a intégré des éléments de la Sharia, c'est-à-dire coranique, soutenus bien sûr par les islamistes et par un certain nombre d'éléments conservateurs de la classe politique algérienne. Donc, comme je le disais, non seulement il impose un statut de mineur à vie, et un statut inégal, inéquitable. Donc une société, pour avancer, doit poser des fondations, doit effectivement accorder l'égalité à tous les citoyens, indépendamment de leur genre ou de leur croyance ou non-croyance. Parce que la liberté de conscience, mais encore une fois, depuis la Constitution de 2020, on n'a plus effectivement cette garantie n'apparaît plus dans la Constitution. On parle plutôt ce qui pose d'une façon plus globale le problème de la démocratie. C'est quoi pour vous l'évolution de la démocratie en Algérie ? La démocratie, c'est effectivement c'est question égalitaire. Oui, c'est-à-dire que si on veut effectivement que la société évolue, avance un peu, renforce un peu sa démocratie, c'est tenir compte des revendications à la fois de toutes les couches de la société. Et je parlais de la question des femmes. Je pense que dans ce domaine-là, les avancées sont nécessaires. Il nous reste quelques minutes avant les questions des spectateurs. Est-ce que vous pouvez faire une conclusion ? Oui, donc du coup, qu'est-ce que je vais dire ? Bon, c'est que de mes lectures, c'est-à-dire que moi j'ai constaté que la France, enfin le pouvoir colonial, le fait de ne pas appliquer ou d'avoir aménagé de façon très conséquente la loi de 1905, ne lui a pas permis effectivement d'avoir une expérience importante dans la gestion de l'islam. C'est-à-dire que je pense qu'une séparation telle que souhaitée d'ailleurs par un certain nombre d'Algériens dès 1905, que j'ai cité tout à l'heure, donc à la fois une partie de l'association des oulémas, des docteurs de la foi réformistes, certains nationalistes comme Abbas. Je pense que l'application de cette loi aurait permis peut-être aujourd'hui à l'État français de mieux peut-être dialoguer avec l'islam. Sur ce sujet-là, ils sont en difficulté depuis pas mal de décennies. On a vu que chaque gouvernement a essayé de trouver, en créant des organes. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est difficile aujourd'hui. Peut-être qu'une expérience importante pendant la colonisation leur aurait permis, plutôt que effectivement de l'adapter, de chercher à l'adapter de façon à mieux la contrôler. Et on voit bien que, et peut-être aussi pour les Algériens, le fait d'expérimenter, j'allais dire, ou de vivre la séparation, ça aurait été également une expérience pour les générations futures. Parlons laïcité. RERS, Évry Centre-Essonne, propose une formation Valeurs de la République et laïcité. Dans un contexte social et politique marqué par les tensions et les crispations autour du fait religieux, la laïcité est souvent mal comprise. La formation Valeurs de la République et laïcité a été conçue pour permettre aux stagiaires de contribuer à promouvoir la concorde universelle et partager les valeurs de la République au quotidien. La formation Valeurs de la République et laïcité permet aux agents publics, aux professionnels et aux bénévoles associatifs d'être au clair avec le principe de laïcité, de mieux comprendre comment l'appliquer et l'expliquer dans l'exercice de leur métier. Cette formation est reconnue par le contrat d'engagement républicain. Son coût est pris intégralement en charge par l'État. Pour en savoir plus et connaître le calendrier des sessions à venir, contactez RERS au 01 69 36 25 14. 01 69 36 25 14. Parlons laïcité, le débat. Eh bien, merci Omar pour cette première partie. Nous allons enchaîner du coup avec les questions du public. Alors, qui veut poser la première question ?
Oui, deux questions. La première, vous avez parlé de massacre, d'un moment noir entre donc l'islam et puis les catholiques et les chrétiens. Est-ce que c'était une bagarre, une guerre de religion, ou est-ce que c'était toujours les islams qui faisaient payer la colonisation ? Ce qui est un petit peu différent. Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, est-ce qu'on a des informations sur les Algériens de France qui vivent dans une certaine démocratie? Est-ce qu'ils ont plutôt tendance à aller voir leurs copains d'Algérie et de leur dire faites comme en France, ou au contraire, oh là là, c'est horrible, continuer vers l'islam? Alors, si j'ai bien compris, la première question concerne les années, ce que j'appelais la décennie noire. Là, c'est plutôt des enjeux de pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que les religieux, enfin les mouvements religieux, s'étaient organisés pour prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils estimaient que la société était inégalitaire, donc ils ont exploité un peu les difficultés sociales, socio-économiques, dans l'idée de prendre le pouvoir. Et il y a eu les premières élections, il y a eu des élections au début des années 90, donc le FIS, le Front islamique du Sahel, avait gagné les élections. Et le pouvoir avait vu un peu, il y a eu la crainte, parce qu'ils ont annoncé la couleur, c'est-à-dire l'idée c'est d'installer une société religieuse, c'est-à-dire théocratique, et on parlait tout à l'heure de la liberté de conscience. Dans des sociétés théocratiques, on n'a pas, justement, les libertés ne sont pas protégées. On a quelques exemples dans le monde. Et du coup, le gouvernement de l'époque avait interrompu ce processus électoral qui était diversement apprécié par l'opinion algérienne, mais aussi l'opinion internationale. Mais en tout cas, il y avait pas, c'était pas la visée, c'était pas les chrétiens c'était plutôt le pouvoir. C'est-à-dire, en gros, ils voulaient prendre le pouvoir. Voilà un peu sur la première. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Sur la deuxième, la deuxième. Les Algériens de France, comment est-ce qu'ils prennent les choses? Alors là, il y a quand même quelque chose de paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, il y avait ce qu'on a appelé une marche qui a eu lieu en 83, en novembre-décembre. Et c'était des jeunes, c'est des jeunes qui étaient révoltés par un certain nombre de meurtres. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait des ratonnades dans certaines grandes villes. Et du coup, ces jeunes, en fait, ils ont fait une marche à travers le territoire français. Ils demandaient l'égalité de droit. C'est-à-dire que je me souviens d'un des écriteaux, un panneau, où il disait nous sommes des Français à part entière et pas des Français à part. Ça, il y a 40 ans. Et du coup, aujourd'hui, les vieux militants, ces jeunes, ils sont d'aujourd'hui, ils ont mon âge, puisque moi je suis un peu de cette génération-là, considèrent que les choses n'ont pas beaucoup avancé. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, quand on discute avec des jeunes, nombre d'entre eux ne se reconnaissent pas comme citoyens français. Ou alors ils disent, nous sommes des Français de papier ou des Français de seconde zone. Donc on est dans quelque chose, l'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye, c'est-à-dire il y a un ratage. Il y a quelque chose qui a raté. Et du coup, moi, la question que je me pose, enfin, les jeunes, j'en ai accompagné un certain nombre par mes anciennes fonctions. Et puis, quand j'étais délégué du préfet, je me déplaçais beaucoup dans les quartiers. Et c'est vrai que j'étais surpris d'observer une faible reconnaissance d'une faible appartenance, c'est-à-dire chez certains jeunes, qui sont nés ici, socialisés ici. Donc du coup, certains n'ont pas de contact, en plus, parfois, des jeunes qui n'ont pas de contact avec le pays d'origine, mais qui ont des fois une vision un peu mythique, idéaliste un peu des origines, etc. Mais en tout cas, la question serait plutôt... Qu'est-ce qu'on fait pour un peu, effectivement, aujourd'hui, pour renforcer un vivre ensemble? Mais moi, souvent, je rajoute un vivre ensemble en république. Parce que nous sommes dans une république laïque depuis la Constitution de 58. Et laïque, ça veut dire comment on va plutôt se réunir sur ce que nous partageons, ce qui est commun, et un peu, voilà, c'est-à-dire mettre de côté ce qui nous divise. Et ce travail-là, je pense que les institutions doivent le mener de façon plus importante. Les institutions, les associations, les coopératives, parce qu'aujourd'hui, on a cet enjeu, c'est un vrai pari, en fait. Voilà. Alors, il y avait une
une petite phrase qu'a dit tout à l'heure Alain au tout début, un petit lapsus en passant de cas de la liberté de conscience à cas de conscience. Ouais. Et c'est intéressant justement ce lapsus parce qu'il veut dire pas mal de choses et notamment il y a le cas de conscience de cette fameuse loi du 9 décembre 1905 en France de séparation des églises et de l'État. Et il y a, au moment où elle est votée, il y a 2 territoires qui ne vont pas être atteints. L'Alsace-Moselle, ouais. Logique. Ouais. L'Alsace-Moselle n'est pas actuelle à ce moment-là en France, puisqu'elle appartient à l'Allemagne au moment du vote de cette loi. Mais l'Algérie, ça ne s'applique pas. Ah, ça, c'est un vrai cas de conscience. À l'époque, l'Algérie, un département français. 3 départements français. Eh oui. Alors pourquoi ? Justement, c'est là pourquoi. Parce qu'en fait, d'abord, elle ne s'est pas appliquée aux autochtones. Pour les fonctionnaires français, elle s'appliquait pour les Européens. Donc c'est quand même déjà une première difficulté. C'est-à-dire, du coup, ça renforce tout à l'heure ce qu'on disait, c'est quand même le sentiment de déclassement ou de ne pas être reconnu, puisque on a une loi, effectivement, qui avec on va dire, les freins posés par les colons, enfin, et puis le représentant, a fait qu'effectivement que Clémenceau avait accepté que cette loi soit subit tellement d'adaptations qu'elle a perdu son originalité ou sa substance. Et encore une fois, du coup, historiquement aussi, la question de la laïcité, c'est-à-dire qu'en fait, du côté de l'islam ou des Algériens musulmans, c'était aussi une notion nouvelle qui leur paraissait un peu abstraite. Et d'autant que parfois, le mot laïcité est défini comme relevant de la forme d'athéisme. Donc c'est un terme qu'on a du mal à traduire, et parfois il est mal compris aussi. Non seulement aujourd'hui, en métropole, où on a des personnes effectivement qui apprécient diversement cette notion, mais encore dans les autres pays, c'est encore plus difficile. Parce que c'est une notion à la fois polysémique, voire polémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens. Et encore une fois, je veux dire, dans certains pays, voilà, c'est-à-dire c'était quand même associé à une forme d'athéisme, ce qui n'est pas le cas, qui est loin de... Et du coup, c'est tout, c'est à la fois une méconnaissance, une absence d'expérience, et puis surtout, c'est-à-dire que les représentants de l'État colonial qui ne voulaient pas qu'elle s'applique, parce qu'il y avait une double crainte. La crainte, c'est que le fait que la religion, notamment, puisque c'est l'islam, la séparation n'a pas été appliquée aux musulmans, c'est de s'organiser et puis de s'opposer ensuite, pour mieux s'opposer à l'État colonial. Voilà un peu toutes ces... Et c'est vrai qu'effectivement, c'est difficile de dire, voilà, 3 départements qui sont le prolongement de français, donc 3 départements qui est français, puisque c'est comme ça le terme. Mais et pourtant, la loi ne s'y appliquait pas. Mais pas uniquement la loi de 1905. Il y a d'autres lois qui sont appliquées, ou moyennement appliquées, ou partiellement appliquées, y compris les lois Ferry que j'ai citées tout à l'heure. D'autres questions ? Alors, une autre question me vient quand même, parce que tu nous as parlé de code de l'indigénat, et tu nous as évoqué jusqu'à l'instant encore que certaines lois ne s'appliquaient pas. C'est quand même étrange de ne pas vouloir faire des citoyens complets et d'avoir des citoyens finalement de seconde zone là-dessus. Et je me faisais une réflexion finalement, dans l'Antiquité romaine, il y avait des esclaves pour permettre à des citoyens de passer tout leur temps nécessaire à développer leur citoyenneté, entre guillemets, en acceptant à côté une forme d'esclavage. Est-ce que le parallèle est osé ou inacceptable, ou quel est ton point de vue là-dessus ? Je dirais que c'est osé, oui, parce qu'en fait, on est quand même sur la période post-révolutionnaire, c'est-à-dire que les privilèges, on est sur donc la Révolution française, elle a supprimé la monarchie de droit divin, a mis en place, a imposé un certain nombre de changements très importants. La Déclaration des droits de l'homme la garantit un certain nombre de droits et de libertés. Et du coup, on est donc je disais aussi que les nationalistes algériens, même ceux des années 20 et 30, partageaient ces idéaux et effectivement escomptaient qu'ils en bénéficiaient également, puisque administrativement, ils étaient considérés comme des Français.
habitants dans 3 départements français. Lorsqu'il y a eu la décolonisation, puisque décolonisation il y a eu, l'Algérie n'a pas profité de ce moment de décolonisation pour devenir un pays qui soit un pays plus républicain, où justement il mettrait ses citoyens plus égalitaires, parce qu'on sait très bien que sous la colonisation, les citoyens n'étaient pas égalitaires en Algérie. Or, il n'en a rien été. Et le poids de la religion a toujours continué à peser lourdement sur l'histoire de l'Algérie. On sait très bien que toutes les religions ont plus ou moins été conquérantes à un moment donné de leur histoire. Les guerres de religion, les croisades, etc. Mais je pense que les religions catholiques, protestantes, on va mettre un peu de côté la religion juive et encore, c'est pas la religion qui fait ce qui se passe, mais c'est plutôt les dirigeants qui sont à la tête des gouvernements. Sont devenus des religions, on va dire, apaisées. Or, on a l'impression que la religion musulmane n'est pas apaisée, même si dans le Coran, il n'y a pas forcément... Il y a effectivement la conquête, la charia, etc., etc. Mais c'est pas forcément une religion qui est, on va dire, guerrière. Or, les gens en ont fait une religion qui a cette connotation de conquête, de poids sur les consciences, sur... Alors voilà, moi je me pose cette question, qu'en est-il exactement ? C'est ma vue d'historienne et de citoyenne. Alors, il y a 2 choses. Historiquement, toutes les religions monothéistes étaient dans la conquête, s'agrandir, et ça. Je vous apprends rien en disant ça. Les 3, donc que ce soit la religion israélite, voilà. Et donc on voit donc les révolutionnaires par rapport au catholicisme, c'est qu'effectivement il y avait une volonté des catholiques et une collusion entre le politique, c'est-à-dire les rois, et du coup pour contrôler les âmes et les corps. Et les révolutionnaires, ils n'ont pas mis fin du jour au lendemain. C'est-à-dire que ça a duré un siècle et demi de bagarre. Et du coup, donc ça veut dire qu'on est bien sur toutes les religions, on a cette volonté un peu à la fois de contrôler des territoires, mais des personnes aussi. Maintenant, sur l'Algérie, donc j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait effectivement 2, que ce soit dès les années 20-30, et puis on l'a vu avec l'insurrection de 54, il y avait un peu de ces 2 groupes. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui mettaient effectivement en avant la question religieuse, et qui voulait effectivement accorder un poids important à la religion, constitutive de la personnalité algérienne, selon un peu les gens qui défendaient un peu cette option. Et puis on a d'autres qui sont niés effectivement niés l'importance de la religion musulmane pour un État musulman, enfin du moins où l'islam était la religion dominante. Du coup on a un rapport de force. C'est-à-dire qu'à un moment, on a vu que les 2 personnes qui ont organisé le congrès, ce qu'on appelait le congrès de la Soumam, et qui avait plutôt une vision plutôt laïcisante de la société, respectueuse des libertés, ont été tués effectivement prématurément. Du coup, c'était ça veut dire qu'après, c'est plutôt les gens qui étaient plutôt religieux ou conservateurs qui ont gagné. Donc du coup, on est bien sur un peu... du coup, en fait, les laïcs n'ont pas disparu. La vision laïque, mais ils se font discrets parce que on devient minoritaire, et puis les lois aujourd'hui sont effectivement avec l'article. Quand on considère qu'on est une religion de l'État, elle domine, elle est supérieure aux autres, et ça, sinon on l'inscrit pas dans la Constitution. En France, on a même historiquement, je veux dire, l'Église était fille la fille aînée de l'Église. La France était la fille aînée de l'Église. On a une séparation. Et l'État, du moins dans les textes, dans le cadre, est au-dessus de toutes les religions et ne favorise aucune. Et je crois que c'est ça, c'est que donc on est... moi, je pense que ça peut-être que, je veux dire, avec des générations nouvelles, c'est-à-dire que même si encore une fois, la religion prend énormément de place dans le système éducatif depuis un certain nombre d'années. Je ne sais pas si j'espère avoir répondu à votre question. Oui, moi j'aimerais rebondir sur le sujet des femmes en Algérie. Oui. Je suivais un reportage hier à Oran, oui, où on a démontré que on a beaucoup de femmes ingénieures qui sont les meilleures du monde. Et on avait donc un peu cette fracture entre les jeunes femmes très modernes, qui ne portaient pas le voile, qui étaient vraiment
très libérés de leur façon d'être, de leur façon de se comporter. Et à l'inverse, on avait leur voisine qui était voilée, très stricte dans l'aspect religieux. Donc c'est assez... on va dire que le contraste, c'était quand même très très important. Parce que là, on parle d'Oran, qui est quand même une des villes les plus modernes d'Algérie. Une des grandes villes, oui. Parce que vous disiez qu'on considère que la femme, elle reste une mineure à vie. Voilà. Ça, c'est le code de 1984, oui, qui le dit, oui. Voilà. Donc, moi, quand on parle du fils, par exemple, le fils a régné 10 ans, je crois, en Algérie. Et je pense que ça a eu quand même des répercussions sur l'avenir des femmes. Ah oui, absolument. Je vais, de toute façon, un peu en écho de ce que vous venez de dire, je vais vous citer une dame qui est avocate et militante des droits humains en Algérie, donc elle s'appelle Aouishia Bekti, qui a milité, même y compris pendant la période de noir, la série noire. Effectivement, elle souhaite, elle ne comprend pas que pourquoi la Constitution garantit l'égalité entre les femmes et les hommes, y compris en milieu professionnel, ça c'est dans les textes. Mais après, la vie privée, on voit bien que c'est géré par un code de la famille qui est parfois qui va à l'encontre des libertés garanties par la Constitution. Donc c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, un peu cette contradiction ou cette ambiguïté. Et du coup, à titre pour rappel, la question du hijab, du voile, a été imposée à Alger, en Algérie, mais dans les grandes villes, à Oran, Alger, par les GIA. Et une des lycéennes qui avait refusé de le porter dans les années 90, elle a été assassinée. On oublie ça, mais c'est-à-dire qu'en fait, après, les choses deviennent un peu, j'allais dire aujourd'hui, on a le sentiment qu'on parle de liberté, de porter quelque chose ou pas, mais on passe sous silence un peu le conditionnement, quand c'est des petits, etc. Donc il y a quand même quelque chose qui est quand même problématique. Un adulte, il peut choisir. Je ferai un parallèle avec la loi de 2004 qui est aujourd'hui un peu discutée, contestée, c'est-à-dire qu'on parle d'enfants, c'est-à-dire on protège les enfants, parce que quand on est mineur, c'est-à-dire de la primaire jusqu'en terminale, on considère qu'on est sous le régime de la protection, de la loi de protection de l'enfance et des parents, et du coup on protège. La loi de 2004 ne vise pas une religion particulière, puisque à l'université, du fait que les personnes ont une maturité parfois et plus souvent majeure, on peut porter un signe religieux. Donc, effectivement, ce que conteste un certain nombre de militantes, c'est le fait, effectivement, que ce code de la famille s'inspire de la loi religieuse, c'est-à-dire au point, effectivement, où une femme a besoin d'un tuteur pour se marier. Alors, moi, j'aurais envie de revenir sur cette notion de religion apaisée, qui avait été cité un peu plus tôt dans le débat. J'ai envie de l'interroger, cette notion. Et pourquoi, quelle religion pourrait être plus apaisée qu'une autre? Qu'est-ce qui pourrait le dire ou ne pas le dire? On peut revoir un peu le contexte actuellement de ce qui se passe en Russie, avec l'orthodoxie, qui est utilisée comme arme de guerre contre l'Ukraine, avec des clashs même au niveau orthodoxe. On parle toujours de 3 religions monothéistes. Pourtant, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus que 3 religions monothéistes. Ne serait-ce que le zoroastrisme, qui est absolument pas, qui est en plus ancienne que les 3 qu'on cite. Il faudrait plutôt parler de religion abrahamique. Ça serait, à mon avis, un peu plus de sens là-dessus. Et c'est important, je pense, que de dire ça, parce que finalement, c'est les zélotes de ces différentes religions, et on pourrait rajouter aussi des zélotes polythéistes également, qui sont des va-t-en-guerre, qui instrumentalisent les religions, qui sont à fond dans une perspective soit fondamentaliste, soit de développement, d'expansion et autres, ce qui n'est pas le cas d'une religion en tant que telle, mais vraiment plutôt des partisans qui la prennent et qui prennent motif A, comme pourraient y prendre motif pour n'importe quel autre sujet, par exemple des ressources, pour pouvoir attaquer, justifier une invasion, justifier, que sais-je, une volonté de faire passer des choses. Et on l'a déjà vu que pour des ressources, l'humain aime bien se cacher parfois derrière des raisons religieuses pour sa propriété d'autres ressources. Un petit commentaire peut-être. Moi je dirais que la séparation, justement, puisqu'on partait, c'est-à-dire avant de parler de loi de séparation, c'est-à-dire que quand les révolutionnaires commencent un processus de sécularisation, engagent un travail de sécularisation, c'est-à-dire que la religion perd pouvoir progressivement.
en le retirant l'état civil, en le retirant, en formant des enseignants républicains progressivement, et puis surtout de façon très importante après la loi Goblet de 1886. Il y a cette idée déjà de liberté, de renforcer les libertés, mais aussi la séparation. C'est on sort de la possibilité qu'il y ait une collusion entre le pouvoir et une religion, parce que c'est ça, souvent, même actuellement, dans les pays où il n'y a pas de séparation, on a cette collusion, etc. Et quand il y a collusion entre un pouvoir politique et une religion quelle qu'elle soit, on voit bien que, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur on ne se limite pas à l'exercice d'un culte, on est sur des enjeux, effectivement, que Jérémie vient de citer, des fois d'extension, de domination, et c'est pour ça que la séparation, elle permet justement à ces religions de coexister, bien sûr, dans les limites de l'ordre public, des lois établies et des libertés d'autrui. Et ça, voilà, c'est ça. Mais je pense effectivement, quand on voit le poids des religions dans le domaine de la géopolitique, je pense que la séparation permet un peu cet apaisement qui a été long. C'est en France, il a été très long. Je vois que notre Jean-Cry dessine et son crayon n'arrête pas de s'agiter. Allons peut-être de voir de son côté qu'est-ce qu'il est en train de créer. Parlons laïcité. Une émission proposée et préparée par RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. Oui, alors effectivement, sujet assez complexe. On voit bien beaucoup de choses qui s'intercalent, d'un rapport historique et culturel très fort. Alors, j'ai relevé une phrase à un moment sur on peut pratiquer le culte qu'on veut, mais on peut pas. Donc, j'ai quelqu'un qui dit mais bien sûr, on peut exercer tous les cultes. Et il porte une pile énorme de papier en disant, donc c'est les formulaires, et il dit voici les formulaires pour le faire. Donc on voit bien que la bureaucratie peut bloquer toute forme de liberté. Et puis un autre dessin, donc toujours sur le cas de la liberté de conscience en Algérie, où là j'ai un mouton qui dit moi aussi je suis concerné. Voilà. J'ai dit merci beaucoup Jean-Cry. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la Constitution, effectivement, qui permet, c'est-à-dire qui respecte les minorités, mais on voit bien que dans la mesure où il faut des autorisations, il suffit de ne pas en donner, de mettre des freins, de donner des délais trop courts pour faire en sorte que telle ou telle religion minoritaire ne puisse pas se développer ou exister, etc. Donc on voit bien qu'effectivement c'est ces questions un peu des États, en parlant de bureaucratie, d'empilement de... Et c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi ces endroits où on ne veut pas du tout justement de laïcité pour pouvoir mieux contrôler les religions. Mais ça me rappelle que c'était le cas en France juste avant 1905. Le président du Conseil, Combes, ne voulait absolument pas de la loi du 9 décembre 1905 parce qu'il voulait pouvoir contrôler étatiquement les églises et vérifier. Et c'est rigolo aussi comme on se dit, ah bah tiens, dans les stratégies de tout ce que tu évoquais dans ce développement, Omar, c'est de se dire, tiens, bah il y en a, ils vont être dans une perspective, on veut être libre de s'organiser comme on veut, donc on veut la liberté de conscience, et du coup, on ne veut pas leur donner parce que ils risquent de s'organiser comme ils veulent, justement. Ou alors l'inverse, non, on veut avoir religion d'État et leur imposer des trucs, mais en même temps, ça fait le jeu de certains et qui veulent aussi imposer leur religion. Donc, c'est rigolo, cette ambivalence de voir que dans tous les camps, il y a des détracteurs et des gens qui vont le prendre aussi juste pour stratégie politique, finalement. Disons que c'est-à-dire que je pense que j'imagine que le gouverneur général d'Alger ou les représentants des camps étaient un peu plutôt une forme de combisme, en disant que nous, séparation à la limite, pourquoi pas, mais on contrôle la religion et on interdit aux religieux, parce que Combes aussi, puis avec les députés Allard, Viviani, dire nous, la religion n'a rien à faire dans l'espace public. Ce qui n'est pas le cas, c'est-à-dire que la ligne défendue par Jean Jaurès, Briand et Buisson, et Ferdinand Buisson, c'était de dire on sépare, mais on respecte, on garantit les libertés individuelles. Donc effectivement, ce qui est quand même, j'allais dire maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que, mais en Algérie, il y avait l'association des Olama, eux, ils étaient plutôt par stratégie, ils étaient pour la séparation.
Mais par contre, il y avait d'autres qui étaient c'est-à-dire des revendications égalitaires, c'est-à-dire comme Ferhat Abbas. Lui, c'est vraiment vous considérez que c'est 3 départements français, donc on souhaite que les lois s'y appliquent. Et toutes les lois s'y appliquent. J'ai été interpellée par ce que vous disiez sur la laïcité en Algérie, en disant que en fait, en France, c'est vrai que c'est historiquement installé. On connaît l'installation, mais que dans d'autres pays, et ça me pose vraiment question, dans d'autres pays, la laïcité n'est pas prisée parce qu'en fait, c'est pas connu. Elle n'est pas connue, et elle n'est pas connue. Je me disais qu'en France, il y avait eu plusieurs religions, il y a eu des guerres de religion en France qui ont donné, j'allais dire, de la matière pour la laïcité, pour réfléchir sur la laïcité avec les Lumières. Alors que, effectivement, je me dis dans d'autres pays, et ça m'intéresse du coup parce que j'avais jamais compris pourquoi dans d'autres pays on n'aimait pas autant la laïcité que nous. J'arrivais pas à comprendre. Et en fait, le fait que vous disiez ça tout à l'heure sur, en Algérie, il y avait qu'une religion, donc personne s'est battu dans le peuple algérien ou dans d'autres peuples pour avoir d'autres religions, et donc il n'y a pas eu de guerre de religion comme il y a eu en France. Et du coup, c'est plus une réflexion qu'une question, mais ça m'a fait faire un pas de côté sur comprendre pourquoi la laïcité n'est pas appréciée dans d'autres pays comme on l'apprécie en France. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez dire des choses là-dessus. Disons que le débat actuel, c'est vrai que c'est un sujet intéressant. C'est-à-dire qu'à la fois, on a des ennemis de la laïcité, hier comme aujourd'hui, mais on a des faux amis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut considérer, quand vous parlez avec des jeunes... moi, j'ai formé des jeunes fonctionnaires à l'Éducation nationale avant que Blanquer, en 2021, décide de bloquer, de former ses propres formateurs. Donc, j'ai eu la chance de former 3 vagues de directeurs d'école. Et je vois une forme de rupture générationnelle, de césure. C'est-à-dire que les jeunes pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Ils parlent de l'Angleterre, etc. Du coup, soit, comme je disais tout à l'heure, que la laïcité est un mot, est une notion polysémique, c'est-à-dire qu'on peut lui donner, parce qu'en fait, aucun texte n'a donné une définition définitive et précise. En même temps, quand on prend les textes fondateurs, de la Déclaration des droits de l'homme, la loi de 1905 et la Constitution, on peut définir clairement ce qu'est la laïcité. Mais des fois, on ne veut pas faire ce travail-là. Et du coup, quand on a une bonne connaissance, en général, on tient un discours un peu différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de citoyens, d'intellectuels, dans tous les milieux d'ailleurs, qui pensent que le système anglo-saxon est meilleur parce qu'il donne de la place à la religion. C'est-à-dire qu'il faut donner de la place aux groupes religieux pour qu'ils participent au débat public. En France, il n'est pas interdit, mais par contre, ils ne peuvent pas décider. C'est-à-dire que la loi émane du peuple. Si elle émane du peuple, elle n'émane pas d'un groupe religieux. Pourtant, certains tentent de dire, il faut donner de la place. C'est ce qui peut se passer dans les pays anglo-saxons. En Angleterre, vous avez 26 évêques qui participent à l'équivalent de notre Sénat, de droit. Et du coup, quand on va voter une loi, j'imagine que la loi Veil, avec 26 évêques dans l'Assemblée nationale ou au Sénat, on aurait eu du mal, elle est déjà passée. C'était assez juste. Voilà. Et là, avec 26 évêques, à mon avis, on aurait eu du mal. La loi de Hollande, de Taubira, pareil, on peut dire... Vous voyez, donc on est effectivement cette séparation. Là, c'est sûr que il faut bien comprendre, et puis finalement, ça protège. Ça protège, et c'est vrai que les pays qui en sont éloignés, ça leur parle pas beaucoup. Je parlais que les Algériens, effectivement, à part les gens, l'élite, parce qu'en fait, il y avait quand même autour de 5% qui ont fréquenté l'école républicaine. Majoritairement, on était dans le monde rural, donc c'est plutôt des écoles coraniques, et pas toujours. Donc du coup, on est, la question de la séparation, ça ne parlait pas effectivement à beaucoup de monde. Je fais partie de cette colonisation dont vous parliez, et ma famille. Moi, la question que je voulais vous poser, est-ce que vous pensez que la colonisation a été quand même un bien pour l'Algérie, ou a-t-elle été complètement négative là? Là, c'est difficile comme question, mais ça dépend de quel côté on se situe. Alors, du coup, comment on voit? C'est-à-dire qu'en général, on va prendre l'école, par exemple. Si on prend l'école,
Si on considère qu'après 130 ans de colonisation, il y a 5% de personnes lettrées qui ont pu faire des études, donc il y a quand même un problème. Si on considère que y a un certain nombre il y a des milliers de villages. Moi, je suis né dans un village où il n'y avait pas de route. C'est-à-dire qu'en fait, en CP, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école maternelle, quand j'ai commencé, le matin, la distance entre l'école et le village, c'était 6 km que je faisais à pied. Du CP jusqu'en CM2. Parce qu'après, les parents, ils ont pris un petit appartement en ville. Donc, du coup, voilà, c'est-à-dire qu'en fait... C'est-à-dire que la question, c'est que les lois, encore fallait-il les appliquer. Quand elles ne sont pas appliquées, on parle de la séparation, mais on parle aussi de... Quand on rédige un code de l'indigénat, c'est-à-dire qui prive la population d'un certain nombre de droits, il y a un problème. C'est ça, la question, c'est difficile, c'est pour ça que c'est difficile de répondre, c'est que soit effectivement on considère que c'était droit français, 3 départements français à ce moment-là, toutes les personnes ont les mêmes droits, et le droit est le même pour tous. Si on fait bien, eh ben on est gratifié, eh ben si on fait mal, on est sanctionné par les tribunaux, etc. De la même façon, je crois que c'est ça qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que on a un État, l'exécutif qui était faible, c'est-à-dire qu'on n'était pas la 3e et 4e République, c'est pas la 5e, c'est-à-dire où l'exécutif s'est renforcé. Là, il suffit des fois un vote parlementaire pour faire tomber. Pendant la guerre d'Algérie, il y a 4 ou 5 gouvernements qui sont tombés. Parce que les députés, ont voté. Donc voilà, donc on est plutôt, voilà, c'est difficile. Honnêtement, c'est vraiment difficile. Mais en tout cas, avec le recul, je dis là, les lois appliquées, respectueuses de tous, auraient permis peut-être le vivre ensemble entre les uns et les autres. Je vais vous citer l'un des révolutionnaires, donc la personne qui a été assassinée au Sarès. Le peuple algérien reprend une autre fois donc, les armes pour chasser l'occupant impérialiste, pour se donner une forme de gouvernement, une république démocratique et sociale. Et un peu plus loin, il parle du peuple français, c'est-à-dire qu'il explique que les Algériens ne sont pas en guerre contre les Français, ils sont en guerre contre un État colonial. Et il explique également qu'effectivement, qu'il doit tenir compte, que l'Algérie à laquelle il aspire doit réunir tous ses enfants. C'est-à-dire tous ses enfants, ça veut dire des chrétiens, des juifs, des musulmans, etc. Donc voilà, donc on est bien donc, dans quelque chose. À un moment donné, quand on voit l'histoire, on lit un peu, on voit un peu le processus, on voit que parce que l'État colonial n'a pas répondu, et les choses sont un peu, on va dire, radicalisées. Alors qu'au début, c'était plutôt, on demande uniquement l'égalité. Les premiers militants demandaient plutôt une autonomie dans le cadre des lois françaises. Mais Salih Hadj, c'est ce qu'il disait au début. Ferhat Abbas, c'est ce qu'il disait. On n'était pas sur la séparation brutale, etc. Donc, le fait de ne pas répondre, même le Front populaire en 1936, il y a un plan qui s'appelait Blum-Violette, qui devait un peu rétablir une forme d'équilibre, d'apporter quelques... Eh bien, il n'est pas passé à l'Assemblée nationale. Parce que des députés étaient contre, etc. Alors qu'il apportait des améliorations, quelques améliorations. Vous voyez, donc c'est complexe. C'est la notion d'injustice, finalement, que la population a ressenti. Enfin, je me posais effectivement aussi un peu la même question, parce que nous avons un ami qui est revenu d'Algérie quand il avait, je ne sais plus, 10 ans, même 8 ans, en 1962, et dont le père était enseignant là-bas, et d'ailleurs qui a écrit un livre l'année dernière sur ce sujet, sur sa vie en Algérie, sur la vie de son père en tant qu'enseignant, et de sa mère qui était aussi enseignante et qui scolarisait tous les enfants. Et quand on a discuté avec son père avant son décès, il nous parlait de ces années d'Algérie avec amour, quoi. C'était leur pays, hein, au Pied Noir, c'était leur pays, et ils étaient dans la population, quoi. Et j'ai toujours eu du mal à comprendre ce qui se passait effectivement là-bas, ce qui s'était passé, pour que y ait une telle revanche à prendre, ou une telle haine, comme vous disiez, par rapport aux jeunes générations qui ont fantasmé finalement ce qui s'y passait avant. Et je me dis que oui, c'est en fait, vous soulignez la notion d'injustice ressentie à cette époque. Et effectivement, par la loi, d'ailleurs, par la loi que vous rappelez. Les questions de justice sociale, je pense effectivement, souvent on va les retrouver, que ce soit dans l'époque contemporaine, les gens se révoltent pour des raisons,
On en a des exemples contemporains, récents, mais dans l'histoire également, on a des situations, des révoltes qui naissent d'abord, ou qui, en raison effectivement de situations inégalitaires ou d'injustice, de misère parfois. Parlons laïcité. Mais on dirait que Jean Cry nous a encore régalé d'un nouveau dessin. Mais présente-nous ça. Oui, j'ai été interpellé, parce que ça je ne le savais pas, sur l'histoire du fait que la loi de 1905 n'avait pas été répartie uniformément sur l'ensemble des départements français de l'époque. Et notamment, moi j'ai le souvenir de les hommes naissent libres et égaux en droit, donc manifestement ça ne devait pas être des hommes, dans la logique. Et donc voilà, donc j'ai fait un dessin justement sur le cas de la liberté de conscience en Algérie, la loi de 1905, où j'ai repris Tintin en colonisateur de Tintin au Congo, puisque la vision avec le chapeau et tout, voilà, qui dit à quelqu'un qui porte un drapeau algérien, dans la tenue qui pouvait être à cette époque-là, qui dit non, tu n'auras pas la laïcité, et l'autre qui répond, pourquoi, nous aussi on veut la paix. Voilà. Aujourd'hui, ça nous intéresse un peu ces incompréhensions, parce qu'en fait, même là, à l'heure où on se parle, on a encore des gens qui s'écharpent un peu sur cette notion, hein, c'est-à-dire que parce qu'on a des compréhensions différentes. Et encore une fois, je veux dire, c'est effectivement la paix. C'est d'abord effectivement la paix. C'était déjà la paix entre l'État et la religion catholique qui était dominante. Mais elle n'est pas arrivée, c'est pas contrairement à ce des fois on lit ici ou là que la loi de 1905 a permis la fin du conflit avec cette Église. Ça a continué, c'est-à-dire que si je prends l'Église catholique qui a rompu l'Église catholique romaine, le Saint-Siège a rompu les relations avec la France en 1904, il les a rétablis en 1920. Donc on voit bien que voilà, c'est-à-dire que il y a cette idée effectivement de trouver une paix. Et la laïcité, contrairement à ce qu'on a parfois parlé d'athéisme, on a pensé que c'est plutôt derrière, c'est les libres penseurs, je veux dire, il y a laïque égale uniquement libre penseur, on voit bien que c'est plus large que ça. Et il y a toujours cette idée de garantir effectivement à chacun j'aime bien, moi, croire ou ne pas croire, ça c'est quand même une formule qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire voilà, et la loi garantit, dans les formations, j'insiste beaucoup sur le fait que la loi protège les croyants et les non-croyants. Parce qu'on oublie, parfois même on a tendance à oublier, on parle beaucoup de la religion, de la liberté de culte, et on parle moins de la liberté de conscience. C'est-à-dire que la liberté de culte, c'est une partie de la liberté de conscience. Or souvent, quand on voit les réflexions, les débats, on parle aujourd'hui quasiment de la liberté de culte, alors que la liberté de conscience, justement, on oublie la moitié. C'est-à-dire qu'en France, on est quand même sur la moitié de citoyens qui n'ont pas de croyance ou qui doutent de l'existence d'un Dieu. Et la loi les protège. Mais pour les protéger encore davantage, et pour avoir cette paix dont parlait Jean-Christophe, c'est d'enseigner, j'allais dire, moi des fois je suis un peu radical dans cette position, il faut enseigner dès la maternelle, il faudrait travailler sur cette question du croyant, du respect du croyant et du non-croyant. Comme on doit faire un travail en amont sur le respect des sexes, c'est-à-dire femmes, hommes, etc., dès la maternelle. Et pour la liberté de conscience, c'est la même chose. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, un enfant qui va dire dans la cour de récréation à un autre qui n'est pas croyant, il risque d'avoir des ennuis. C'est pas normal. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a quelque chose que la société n'a pas pris en compte, et notamment le ministère de l'Éducation nationale. Avec tout le respect, moi j'ai travaillé beaucoup en tant que délégué du préfet avec les principaux de collège, avec des fois au-dessus, dans les académies. Mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire c'est sérieux. Cette affaire de respecter les croyants, les non-croyants, et la paix, c'est ça aussi. Moi, ce qui me fait espérer, c'est qu'en fait, sauf si l'Algérie basculait dans l'islamisme, quand on retourne en Algérie, et j'y suis retournée, moi, il y a 5 ans, je leur ai pas dit que j'étais une ex-pied noir, ils l'ont vu, et ils m'ont demandé pourquoi je ne revenais pas, et l'accueil est quelque chose d'absolument merveilleux. Donc c'est aussi un espoir. Je ne sais pas si qu'est-ce que je peux rajouter. Oui, effectivement, je pense que aujourd'hui, voilà. Oui, pardon.
Entre les deux peuples, entre le peuple algérien et le peuple français, en fait, entre les deux. J'ai cité tout à l'heure le Belmidi, qui est l'un des révolutionnaires algériens. Donc, lui, effectivement, il fait clairement effectivement la différence entre le peuple français et puis un État colonial. C'est-à-dire, donc lui, il le fait clairement dès 1956. Donc, il a été... c'est vrai qu'il a été assassiné en 1957. C'est quelqu'un qui n'a pas vu assister. Mais en tout cas, lui, il avait cette vision et il n'était pas le seul. C'est-à-dire que le premier congrès du FLN, donc j'ai cité tout à l'heure en août 56, dans la vallée de la Soumam, en Petite Kabylie, il avait un peu cette vision-là, effectivement, de réunir tous les enfants d'Algérie, c'est-à-dire quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, et il n'était pas le seul. Abban Ramdan, donc je disais que c'était un militant qui était le pur produit de l'école de la Troisième République. Il était dans cette vision-là aussi. Après, bon, l'histoire, elle est ce qu'elle est. Et puis, bon, mais en tout cas, aujourd'hui même, il y a effectivement les Algériens font effectivement maintenant, voilà, c'est-à-dire que font un peu cette différence. Ils sont pas voilà, c'est-à-dire dans une vision un peu de rejet. Je parle de la population. Hein. Une question sur le blasphème. Est-ce qu'on a le droit de blasphémer? On a parlé de liberté d'opinion. Est-ce qu'on a le droit de critiquer, de faire des caricatures, des religions, d'autres ou pas, quelle que soit la religion, même si on a bien compris qu'il y a une religion d'État en Algérie? Comment ça se passe là-bas? D'abord, peut-être le blasphème. Souvent, on dit droit de blasphémer. Il n'y a pas de droit de blasphème. Le blasphème n'existe pas dans le droit. C'est-à-dire qu'on ne punit pas, la loi ne punit pas le blasphème, mais il n'y a pas de droit de blasphème. C'est-à-dire qu'on peut blasphémer. C'est-à-dire qu'en France, avec justement depuis déjà, je veux dire, c'est pas depuis hier, depuis très longtemps, déjà depuis la loi de 1881, c'est-à-dire qu'on peut caricaturer une religion, un groupe politique, une orientation politique, etc. Avec sous réserve effectivement de ne pas porter atteinte aux personnes. C'est ça la limite. Déjà en France, effectivement, aujourd'hui, quand je forme dans les formations, je vois que blasphème, quand on aborde le blasphème, il y a des malaises avec les gens. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre, effectivement, qu'en France, on peut critiquer une religion quelle qu'elle soit. Par contre, on ne peut pas porter atteinte à une personne en raison de sa religion. Je ne sais pas si je suis clair. C'est-à-dire que la personne, elle est protégée, mais les religions, effectivement, c'est pour cette raison que Charlie, bon, avec le drame qui est arrivé à l'équipe de rédaction de Charlie, en plus des assassinats, on leur a intenté un certain nombre de procès. Le plus souvent, ils ont gagné, c'est-à-dire même quand ils ont publié les caricatures, il y a quelques organisations musulmanes qui les ont restées en justice. Charlie a gagné parce que Charb et son équipe faisaient la distinction clairement entre une religion qu'on peut critiquer en France, mais de façon légalement, et puis bon, je veux dire les atteintes aux personnes en raison de leur origine ou de leur religion, etc. Et ça, je pense que je parlais de l'enseignement, ça aussi, il faut l'enseigner. Il faut le dire clairement. Parce que, et dans les pays, le blasphème, je veux dire, quand vous avez des religions, dans certains pays, une religion d'État, on ne peut pas blasphémer, justement, on est condamné. Je veux dire, je n'ai pas sous les yeux le texte, mais en tout cas, on a effectivement, blasphémer, c'est porter atteinte aux valeurs religieuses, on fait toute une littérature. Ça veut dire que les gens, effectivement, sont condamnés, surtout dans les tribunaux, même quand ils sont, je veux dire, à la limite, même s'ils sont religieux, le fait d'observer une remarque sur notre religion, effectivement, peut faire courir le risque à la personne de se retrouver devant un tribunal. Oui, je voudrais revenir au tout début de votre intervention, j'ai peut-être pas mal entendu, et revenir à ce qu'on disait un peu d'injustice. Il me semble que j'ai entendu qu'en 1905, les Français qui étaient en Algérie avaient tous les droits, oui. Que les autochtones ne les avaient pas, mais que les Israélites avaient tous les droits aussi. Je n'ai pas bien compris. Là. Disons que c'était en 1870, il y a un décret de Crémieux
qui accordait effectivement la citoyenneté pleine uniquement aux Israélites et pas aux Algériens musulmans en fait. Mais j'ai rajouté aussi que cette citoyenneté pleine et entière, elle a été reconnue au culte israélite par les révolutionnaires, mais pour les Israélites français. Dès 1792, on reconnaît la citoyenneté au culte israélite, aux Israélites. Mais en Algérie, c'était le décret Crémieux de 1870 qui leur accorde cette citoyenneté, mais on a oublié la majorité quand même de la population. Et du coup, 10 ans après, non seulement on les a oubliés, mais on vote ce qu'on appelle le code de l'indigénat, le code noir de l'indigénat, qui réduit considérablement le droit aux autochtones. C'est-à-dire en termes de liberté, donc c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est quelque chose d'une des anomalies, mais il y en a plein comme ça. Et du coup, forcément, du coup, c'est mal vécu, parce qu'on dit, tiens, qu'on comprend pas comment, nous, on est originaire du pays, et on nous explique que l'Algérie compose 3 départements, et donc c'est l'Algérie, c'est 3 départements supplémentaires de l'État français, mais à côté de ça, les lois ne s'appliquent pas. Voilà, c'est ça en fait. Ma remarque, c'était, alors je ne sais pas si ça existait. Allez-y, oui. Est-ce qu'en Algérie, à cette époque-là, il y avait des Israélites? Il devait y en avoir. Et est-ce qu'eux, ils ont eu la nationalité française? C'est le fameux décret. Il y a les Israélites algériens, j'entends. C'était algérien depuis plusieurs générations. Oui. Vous avez le culte algérien. C'est vrai que les Israéliens vivent en Algérie depuis plusieurs siècles, en fait. Et certains étaient algériens, c'est-à-dire sont nés en Algérie, ont des ancêtres, etc. Oui. Après, il y avait des Européens qui sont arrivés après 1830. Mais juifs, catholiques ou d'autres orthodoxes. Mais en tout cas, au niveau des Israélites, certains habitaient en Algérie depuis plusieurs siècles. Ouais. Ils étaient là bien avant 1830. Une question sur les athées. Est-ce que ça augmente en Algérie? Est-ce qu'on a des statistiques, des chiffres, bien que ça soit religion d'État, donc c'est peut-être difficile à comptabiliser, mais on sait qu'il y a un mouvement de sécularisation qui englobe un petit peu toute la planète et qu'il n'y a jamais eu autant d'athées aux États-Unis, paradoxalement en ce moment, alors que c'est un pays ultra religieux pour autant, et que même là, on voit le développement de l'athéisme un peu partout, même dans les endroits où c'est difficile. Est-ce qu'on voit cette sécularisation aussi se faire fortement en Algérie également? On n'a pas de chiffres. Même en France, on voit qu'on a du mal déjà à avoir des chiffres pour les raisons que vous connaissez, puisqu'on ne peut pas trop faire des enquêtes sur la base de ethniques, religieuses. En Algérie, je suppose qu'on est dans un processus mondialisé, mais les gens se font discrets parce que, enfin, de la société, du fait de l'intolérance des citoyens par rapport à l'athéisme, et surtout du coup des lois également, puisqu'on n'est pas sur un régime de séparation où chacun, encore une fois, la liberté de conscience, elle n'apparaît plus dans la Constitution de 1900. Elle était théorique formelle dans les autres constitutions. Mais en 2020, ça disparaît. Donc là, on est dans quelque chose où effectivement, qui n'encourage pas la personne à révéler, je veux dire, son athéisme ou son incroyance. Je pense qu'on peut applaudir Omar. Hein. C'est la première fois que je n'ai pas l'habitude c'est ma première radio en fait. Mais c'est pas grave, j'espère que c'est pas la dernière pour toi. Merci en tout cas de nous avoir régalé pour cette émission. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Merci beaucoup du coup Omar à notre invité, merci à Alain de l'avoir interviewé, à Jean-Cri pour ses dessins, à nos extraordinaires membres du public qui ont vraiment posé beaucoup de questions ce soir et c'est très agréable, à nos réalisateurs bien sûr, qui sont derrière les manettes et toujours à l'affût. Et puis on va vous redonner rendez-vous ici même. De nouvelle fois encore, merci à la MJC Simone Signoret pour la prochaine émission aussi. Ça sera le 6 juin. Ça sera le jeudi 6 juin, 17h à 19h, comme à l'accoutumée. Et on va parler laïcité et éthique. Et oui, nous aurons Dominique Lamoureux,
qui va nous parler de ce sujet. Dominique Lamoureux étant référent éthique du Pacte mondial des Nations Unies. Voilà, eh bien, on verra ça. Je vous donne donc rendez-vous en juin. Bonne soirée à tous. Cette émission est maintenant terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.